Je me présente, André Payan-Passeron, chercheur en sciences sociales. À la suite des historiens Marc Bloch, Marc Ferraud et André Bache, j'ai basé prioritairement mes 10 années de recherche sur les journaux des unités combattantes, seule source fiable pour une recherche historique objective, car tenue au jour le jour par leurs officiers responsables. J'ai ainsi publié 3 ouvrages sur la Grande Guerre. D'abord, quelques vérités sur la guerre de 1914-18, puis la bataille de Lorraine d'août et septembre 1914, et, en avril 2024, contre-vérité sur la Grande Guerre 1914-2024, 110 ans d'imposture historique. Pourquoi de telles recherches approfondies ? Mon grand-oncle Joseph, soldat du 141e régiment de Marseille, est mort en héros le 22 mars 1916 à Verdun-Malancourt, et sa 29e division a été diffamée par 2 fois, et 6 des siens ont été condamnés à mort alors qu'innocents. Comment expliquer cette trentaine de contre-vérités reprises et diffusées jusqu'en 2024 ? En premier lieu, à la fin du XIXe siècle, la France a abandonné sa stratégie défensive basée de Dunkerque à Nice sur un puissant système de fortification, ainsi délaissé. Elle a alors officialisé la doctrine de l'offensive, enseignée par Foch, et elle a privilégié la soi-disant supériorité combative du fantassin français allié au canon de 75. Cependant, en 1911, le chef stratégique des armées, le général Michel, est conscient de la faiblesse de la France face à la puissance et à la stratégie militaire de l'Allemagne, décidé à nous envahir par les plaines belges entre la mer du Nord et le massif des Ardennes. Mais ces propositions réalistes sont rejetées par le lobby politico-militaire et il est remplacé par Joffre, incapable de concevoir et donc de maîtriser cette situation. En second lieu, interviennent 4 puissants tabous, efficients dès l'entrée en guerre. Le premier tabou, c'est de ne pas reconnaître que l'ennemi a vaincu parce qu'il était le plus fort. Nos responsables prennent donc des boucs émissaires pour expliquer les défaites françaises. D'abord, les soldats du Midi du 15e corps et de sa 29e division. Puis 44 des 110 généraux les plus gradés, ainsi limogés en août-septembre 1914. Le second tabou, c'est la doctrine de l'offensive officialisée en 1913, qui justifie de glorifier ceux qui l'appliquent même sans discernement. C'est ainsi que le général Foch sera promu chef de la 9e armée après avoir désobéi à son supérieur, avoir ainsi sacrifié sa 39e division décimée, avoir été battu devant Morange et avoir diffamé le 15e corps. Le troisième tabou, c'est la quasi-infaillibilité attachée à la fonction éminente de généralissime. Doté de pouvoirs qu'aucun chef militaire n'avait jamais détenus depuis Napoléon, Joffre explique les défaites de ses armées en désignant des boucs émissaires. Le quatrième tabou, c'est que le général Foch et son 20e corps d'armée de Nancy, quasiment intouchables, sont donc toujours survalorisés. Foch, parce qu'il est le grand théoricien de la doctrine de l'offensive, et le 20e corps, car il est alors considéré comme le corps le plus prestigieux de toute l'armée française, et cela obligatoirement aux dépens des autres, ainsi dévalorisés ou limogés, voire diffamés. En troisième lieu, dès l'entrée en guerre, la France est en état de siège. Les libertés publiques sont suspendues, liberté d'opinion comme liberté de la presse, et une impitoyable censure d'État va donc assurer la diffusion de ces contre-vérités. En quatrième lieu, un 5e tabou va venir s'ajouter de 1922 à 1939
avec la publication d'une histoire officielle. Les armées françaises dans la Grande Guerre, dite AFGG, rédigée par des officiers aux ordres et non par des historiens universitaires compétents et suffisamment critiques, cette histoire est entachée d'omissions, d'erreurs et de contre-vérités. Et que penser alors des articles et des ouvrages dont les auteurs, jusqu'à nos jours, se sont référés à ces sources, tant celles validées par la censure que par l'histoire officielle des AFGG. Dans mon ouvrage, nous précisons aussi les trois principaux responsables de la fabrication de ces contre-vérités. Le général Foch, chef du 20e corps de Nancy, le général en chef Joffre, chef du grand quartier général, et le ministre de la guerre Messimy, rapidement remercié. Puis, ceux qui en ont particulièrement pâti. Le général de Castelnau, chef de la 2e armée en Lorraine, ainsi que les soldats du Midi du 15e corps, commandés par le général Espinasse, et ceux de sa 29e division, commandés par le général Carbillier. Les 140 pages qui suivent analysent pas moins de 29 de ces contre-vérités, en citant, pour chacune d'elles, les articles et ouvrages reprenant ces contre-vérités jusqu'en 2024. Brièvement, nous allons analyser la catégorie des contre-vérités concernant le positionnement des 7 corps d'armée présents du 19 au 28 août 1914 en Lorraine. Et d'abord, le 19 août, tel que rapporté par le général en chef Joffre. Que dit le rapport de Joffre remis aux ambassadeurs alliés pour leur expliquer les raisons de la défaite française du 20 août en Lorraine? Je cite: « La progression trop lente des corps de droite, 15e et 16e corps, de la 2e armée, qui ne réussirent pas à maîtriser indiscutablement l'adversaire et laissèrent en flèche le 20e corps d'armée de Foch. La carte d'état-major à quadrillage nord, utilisée par les militaires à cette époque, corrobore les dires de Joffre. En effet, le 20e corps de Foch est bel et bien en avancée face à Morange, alors que les 15e et 16e corps des soldats du Midi sont bel et bien en retrait par rapport au 20e corps. Mais ces cartes d'état-major induisent en erreur. Pourquoi? Parce que pour comprendre et représenter la bataille de Lorraine, il faut faire référence à la ligne à double trait noir des défenses allemandes, Metz, Morange, Nasle-de-Dieuze, Sarrebourg. Défense allemande organisée depuis des dizaines d'années à 20 km en arrière de la frontière, en noir sur la carte, pour piéger l'ennemi éventuel français et le battre. C'est donc cette carte de ma main à quadrillage nord 36 degrés est qui doit être prise en compte pour étudier la bataille de Lorraine. Dans ce cadre-là, les dires de Joffre sont erronés. En effet, chaque corps d'armée est dans son couloir et les 20e, 15e, 16e et 8e corps d'armée sont à peu près à la même hauteur, alors que le 20e corps de Foch, lui, n'a pas atteint encore la ligne des défenses allemandes, il n'a pas attaqué Morange, alors que les 15e, 16e et 8e corps ont percé cette ligne des défenses, ce qui va obliger le commandement allemand à déclencher sa contre-offensive victorieuse du lendemain 20 août. Le lendemain 20 août, la contre-offensive allemande fulgurante oblige les corps d'armée de la première comme de la deuxième armée à reculer. Et l'historienne universitaire Elisabeth Grinalg a ainsi rapporté cette retraite des armées françaises. Foch se vit alors confier la mission de couvrir la retraite de l'armée en conservant aussi longtemps que possible la tête de pont de Château-Salins. Foch, menant à bien
la difficile mission d'agir comme corps d'arrière-garde pendant la retraite. Si on regarde notre carte, on voit très bien que chacun des 4 corps d'armée de la deuxième armée sont côte à côte, chacun dans leur couloir. Le 3e groupe des divisions de réserve recule jusqu'aux fortifications du Grand Couronné qui protège Nancy. Le 20e corps a comme directive d'aller vers La Neuveville et Saint-Nicolas. Le 15e corps a pour directive d'aller en direction de Dombasle dans son couloir. Et le 16e corps a pour directive d'aller vers le secteur de Lunéville dans son couloir. Chacun de ces corps d'armée, 20e, 15e et 16e, se replie donc conformément aux ordres du général Castelnau dans son couloir. Il est impossible dans ces conditions que le 20e corps, et on le voit très bien sur la carte, que le 20e corps puisse assurer une quelconque défense des 15e et 16e corps. Ça serait même plutôt l'inverse. Pourquoi? Parce que la 39e division du 20e corps a été décimée le matin. Elle est en retraite obligée. Le 20e corps a perdu 20 000 hommes. Et non seulement il n'est pas en position, ni en situation, donc d'être une quelconque arrière-garde pour les 15e et 16e corps. C'est une invention pure et simple pour mettre en valeur le 20e corps qui a subi une défaite retentissante le 20 août dans le secteur de Morhange. Le 20 août, donc, la contre-offensive allemande est victorieuse et les premières et deuxièmes armées doivent reculer jusqu'à une ligne de défense qui a été conçue par le général de Castelnau, chef de la deuxième armée, et qui a été approuvée par Joffre et par le grand quartier général, qui vont devoir l'imposer au général Dubail, chef de la première armée, qui rechigne à orienter ses troupes vers l'ouest pour rejoindre cette ligne de défense. Cette ligne de défense se compose donc, conçue et initiée par le général de Castelnau, de 3 compartiments. Un compartiment ouest qui est constitué par les fortifications du Grand Couronné qui protège Nancy, ici, en dehors de la carte. Le deuxième compartiment est une trouée militaire, au sens militaire, de 27 km entre les rives du Sanon et le cours supérieur de la Meurthe, en amont de Baccarat. Sur ces 27 km, il n'y a pas de troupes françaises. Pourquoi? Castelnau a conçu d'organiser cette trouée pour organiser une nasse qui est représentée sur la carte en traits rouges. Il s'agit d'un véritable front sur lequel se sont établis et renforcés 6 corps d'armée. Le 20e corps de Foch de part et d'autre du Sanon, le 15e corps sur sa droite, le 16e corps ensuite pour la deuxième armée. Et à partir de Roselières, on a les 3 corps d'armée de la première armée de Dubaï, 8e, 13e, 21e. La nasse a été organisée pour piéger la 6e armée allemande en la forçant, disons, en essayant de la faire avancer, à faire avancer son aile gauche dans la nasse. Et c'est ce qui se produit le 24 août. Le 24 août au soir, la nasse est occupée par l'aile gauche de la 6e armée allemande jusqu'à Roselières, à la jonction entre les premières et deuxième armées. Que se passe-t-il à partir du 25 août? C'est ce que nous allons voir. Le 24 août en soirée, l'aile gauche de la 6e armée allemande a donc envahi la nasse de Dieuze jusqu'à Roselières. Le piège organisé par le général de Castelnau a donc fonctionné et il passe la nuit à organiser la contre-offensive française qui va débuter le lendemain 25 août. Il s'agit finalement d'une grande victoire française. Comment cette victoire est-elle rapportée? Par exemple,
par l'historien Jean-Christophe Notin. Il y consacre les 4 lignes suivantes. L'opération finit par payer dans l'après-midi du 25. Écrasé par l'artillerie, l'ennemi reflue dans la trouée de Charmes. La victoire brise la tenaille allemande. On n'en saura pas plus. En ce qui concerne la trouée de Charmes mentionnée par l'historien, il faut préciser que de toute la Grande Guerre, il n'y a jamais eu de combat dans cette trouée de Charmes. Trouée de Charmes par référence au système serré de rivières défensif du XIXe siècle qui a été abandonné. Pourquoi faire référence à la trouée de Charmes par les militaires de 1914 comme par les AFGG et par les historiens, notamment Jean-Christophe Notin? Je pense qu'il s'agit soit de méconnaissance, soit plus vraisemblablement pour ne pas parler de la nasse organisée par le général de Castelnau et ne pas parler de la victoire remportée par les 15e et 15e corps des soldats du Midi, positionnés ici à l'ouest de la nasse et qui remportent donc ce jour-là, le 25 août, 3 victoires, celle de Roselières, celle de Landécourt jusqu'au Grand Bois et celle de Blainville jusqu'à la rivière Mortagne. Une très grande victoire, alors que les troupes de Foch n'ont fait que récupérer le village d'Anteluct qu'ils avaient perdu 3 jours avant. Que se passe-t-il après la journée du 25 ? Eh bien, contrairement à ce qui est écrit dans les ouvrages d'histoire, le 26, le 27 et le 28, durant les 3 journées qui suivent, les Français continuent leur progression aux dépens de la 6e armée allemande qui recule. Aussi bien le 16e corps jusqu'à Gerbévillers, le 15e corps qui traverse la Mortagne à Reinvilliers et à Xermaménil, une victoire française, et le 15e corps qui s'empare de toute la forêt de Vitrimont. En revanche, les troupes de Foch progressent certes jusqu'à la rivière Vezouze, mais qu'ils sont incapables de franchir et ils n'arrivent donc pas à reprendre, à s'emparer de la ville de Lunéville. Nous allons nous arrêter là et je vous laisse le plaisir de découvrir les 25 autres contre-vérités en commandant mon ouvrage au prix de 22 € chez votre libraire ou par internet. Merci pour votre attention et merci de diffuser le lien de cette vidéo à vos connaissances.